Ok, bon bah Bonsoir tout le monde. génial. Bonsoir à tous. Merci de votre présence déjà pour notre nouveau format qu'on va appeler Parlons écologie. Donc on a essayé de changer un petit peu les choses. Et aujourd'hui on rencontre Geoffrey Viennet qui est notre premier invité, qui est maraîcher. Et ce que je peux te proposer, Geoffrey, c'est de commencer par te présenter et puis nous expliquer un petit peu de quoi tu vas nous parler ce soir. Ouais. Et bah, Geoffrey, moi je suis maraîcher depuis 3-4 ans maintenant. Hem, pour me présenter rapidement, j'ai 28 ans. Heu, je m'intéresse aux sujets climatiques et puis à la biologie, on va dire, depuis pas mal d'années maintenant, depuis mon plus jeune âge même. À force de s'intéresser à tout ça, j'ai accumulé quelques petites connaissances. Je pense pas être expert du domaine, mais j'ai des connaissances, je sais en parler et puis, je suis toujours ravi de débattre, d'expliquer, ce que je sais un petit peu. Voilà pour la présentation rapide. Et bah, c'est pour ça que tu es là et merci d'être là. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite la présentation. Alors, on va faire une petite présentation. Ça devrait durer à peu près une trentaine de minutes, si je me trompe pas. Ouais, Ouais, on va parler du carbone. Ensuite, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-les nous remonter. Et puis, vous pourrez prendre la parole tout à l'heure sur Discord, pour ceux qui sont sur Discord. Sinon, les modérateurs qui sont sur Twitch et sur Discord sont là pour noter vos questions et nous les faire remonter. Et on finira par un petit quiz avec quelques cadeaux à gagner. Bon, ça, je vous garde la surprise, ce sera pour tout à l'heure. Alors, hop, on va passer sur l'écran. Et puis, Geoffrey, à toi. super. À toi. Ok. Et ben génial. Et ben là aujourd'hui pour cette Attends. première Hop. édition, je te laisse lancer Ouais, le petit c'est truc. ma faute. Tac. Voilà. Alors pour cette première édition, plutôt que de parler que du CO2, je voulais vous parler rapidement du carbone, expliquer un petit peu ce que c'est, sous quelle forme on le retrouve. Mhm. Et puis un petit peu plus bas, après, on va expliquer quels sont ces cycles, où est-ce qu'on les stocke, où est-ce qu'on les stocke pas, comment ça fonctionne dans les grandes lignes. J'ai essayé de faire ça à peu près de manière synthétique. D'accord. N'hésitez pas à noter vos questions et les poser ensuite. J'essaierai d'y répondre. Comme je le disais dans la présentation, je ne suis pas expert, donc c'est possible qu'il y ait des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. C'est un sujet qui est tellement vaste et tellement compliqué que voilà, même les scientifiques l'effleurent juste Alors, dans leur domaine de il est humble, hein, compétences. il est très humble, mais franchement, au niveau connaissance, il en connaît déjà un rayon sur le sujet. Bah, Donc, vas-y. on va voir. Alors déjà, le carbone, qu'est-ce que c'est? Slide suivante. Allez, Tac. hop. Euh, donc on a mis des petites images, hein, mais le carbone, en fait, c'est un élément indispensable de la vie. C'est aussi un élément indispensable en chimie. Parce que le carbone, ça forme plus de composés que tous les autres éléments chimiques réunis. On retrouve aussi le carbone lié à l'hydrogène dans toutes les plantes et tous les animaux. Tout ce D'accord. qui nous entoure, que ce soit toi, moi, c'est la base, c'est le carbone. Voilà. D'accord. Donc il faut quand même bien avoir ça en tête. On parle beaucoup du CO2 sans savoir ce que c'est. Dans le CO2, donc il y a du carbone, et le carbone, c'est vraiment la base de tout, la base de la D'accord. vie. Ok. Donc, si je me trompe pas, il y a 4 molécules en chimie organique, hein, c'est ça? CHON? C'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Les champs? Alors, sans rentrer dans le détail, mais oui, en gros, c'est ça. Et après, toutes ces molécules, elles vont faire des alliages différents, elles vont se composer, et puis c'est ce qui va créer la vie, tout ce qui nous entoure, toute la diversité qu'on a autour de nous. La base, en fait, elle est assez simple. D'accord. Donc après, ensuite, euh, donc tout simplement, un petit rappel, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez. Euh, le CO2, c'est quoi? C'est un atome de carbone et puis deux d'oxygène. Ça nous fait le CO2, qui est connu. Ouais. Donc le CO2, c'est ce qui nous pose un peu problème aujourd'hui. Enfin, un problème, oui et non. Ça pose problème en excès parce que ça va modifier notre climat. On ne va pas expliquer forcément aujourd'hui comment ça le modifie, mais il en faut quand même. On parlait l'autre jour à l'X, s'il n'y a pas de CO2, on est dans Ouais, je une crois qu'il planète fait glaciaire. moins 18 degrés sur la planète, c'est ça, hein. Donc, Voilà, on a besoin d'un peu d'effet de serre, exactement. mais pas trop, si je comprends bien. On peut en avoir trop si on est. En fait, il nous faut l'effet de serre pour lequel on est adapté. D'accord. Donc aujourd'hui, on est adapté à un certain niveau d'effet de serre, à un certain climat. Et si ça monte trop vite, ça peut créer une désadaptation de la vie et puis bah, de nous-mêmes, en Et fait, c'est tout ce qu'on est en simplement. train de vivre un petit peu actuellement, c'est ça? C'est ce qu'on est en train de vivre de manière très accélérée, hein, on le voit.
notamment une désadaptation au-delà des organismes vivants de nos systèmes sociétaux, notamment de l'agriculture. Parce que l'agriculture, ça a besoin de quelque chose de très stable, d'un climat très stable, et on est en train un petit peu de déstabiliser. Donc ça complique un petit peu tout. Ce qu'il faut retenir schématiquement, c'est comment on transforme le carbone en CO2. Il y a trois forces. Il y a la combustion, la fermentation et la respiration. D'accord. Donc la combustion, hein, vous savez ce que c'est. La fermentation, typiquement la déchetterie, c'est une fermentation. Ouais. Ça fait du CO2 ou du méthane. Et puis la respiration, c'est ce qu'on fait tous voilà, à longueur de temps. Voilà comment on crée le CO2. On avait mis une petite slide avec des bouteilles pour que ce soit sympa, hein, mais voilà, s'il y en a qui veulent la revoir plus tard, on vous l'enverra. Alors ensuite, donc sous quelle forme on trouve le carbone sur Terre? Déjà, il faut voir, il faut regarder le premier tableau en haut à gauche, la majorité du carbone qui est sur Terre, donc 99,9 et quelques pourcents, c'est dans les calcaires et les roches. D'accord. Ce carbone-là, il n'est pas vraiment problématique, il est bloqué justement dans les calcaires et les roches. On va l'aborder rapidement, mais c'est pas celui qui est important aujourd'hui ou dans notre problématique. Ok. Il est bloqué. Donc c'est ce que je retrouve aussi sur la craie blanche pour écrire au tableau, dans le marbre, tout ça. Ouais, Ok. vu que c'est vraiment la base de tout le carbone, il y en a partout, mais celui-là, il est pas dérangeant, il est bloqué, voilà. Ensuite, on a quand même 0,0511% de CO2 qui est dans l'atmosphère ou qui est dissous dans l'eau, dont une grande majorité qui est dissous dans l'eau. Donc ça nous montre un petit peu l'importance des océans pour capter le CO2 et donc le carbone. D'accord. Ok. Ensuite, dans les sous-sols, on a 0,028% dans le sol, le charbon, le pétrole, les détritus marins. Ça, c'est 0,028%. Et donc ça, si je comprends bien, c'est de la matière organique qui s'est retrouvée fixée dans le sol, par Ouais. différents phénomènes, que ce soit la subduction, ce genre de choses. On va le voir un petit peu plus tard, mais effectivement, tout ce CO2 qui est sous forme de charbon, de pétrole et de détritus marins, ça vient de la vie, de l'organique. Voilà. Ok. Donc c'est quelque chose qui a été enlevé de l'atmosphère et qui a été mis dans les sous-sols pour beaucoup. Mais on va expliquer justement les phénomènes de ça aujourd'hui. Comment Ok. on a créé ce genre de choses et on va comprendre comment stocker, justement. D'accord. Et puis il y a une autre partie du carbone qui est stockée directement dans les animaux et les végétaux. Donc ça, c'est 0,0007%. Ah ouais, c'est vraiment très très peu par C'est très rapport peu. à. Ok. C'est très peu. Donc c'est pour ça que j'ai fait un calcul un peu savant en bas à droite. J'ai repris ce tableau Ouais. en enlevant directement le calcaire, le carbone présent dans le calcaire et les roches, pour D'accord. qu'on se rend compte un petit peu des proportions en enlevant ça. En enlevant Ok. ce qui ne nous intéresse pas. Parce que dans le cycle du carbone, en fait, ce qui est dans les calcaires et les roches, c'est dans le cycle du carbone, mais à des temps tellement lents que c'est pas important. Enfin, D'accord. c'est important, mais pas pour aujourd'hui. Ouais, et puis il se diffuse pas, il est pas dans l'atmosphère, il se Voilà. dissout pas dans l'eau, il est fixé, il est à C'est forme trop, solide, quoi. c'est trop lent pour que c'est un impact dans notre vie de tous les jours ou même à l'échelle de plusieurs siècles. C'est beaucoup trop lent. D'accord. Donc c'est pas forcément pertinent aujourd'hui. Ok. Donc on voit que si on repart comme ça, le CO2 qui est dans l'atmosphère ou qui est dissous dans l'eau, c'est 93,5%. Donc ça reste la grande majorité. Ensuite, vous avez 5,2% qui part dans le sol, le charbon, les pétroles et les détritus marins. Donc c'est quand même une grosse partie. Et puis ensuite, on a ce qui est stocké dans les végétaux et les animaux, c'est 1,3%. D'accord. Voilà. C'est vraiment très peu. Il faut préciser quand même que ce qui est dans le sol et les sous-sols, ça contient 3 fois la masse de carbone que ce qu'il y a dans le vivant. Donc il y a 3 fois plus de carbone stocké dans les Sur le sols pied. Ok. que de carbone qui est utilisé dans le vivant. D'accord. Donc, Voilà. encore une fois, hein, les carbones dans les sols, c'est charbon, pétrole, détritus marins. Donc, En grosse ok. partie, ouais. Donc, on a 3 fois plus de charbon et de pétrole sous nos pieds que tout le vivant additionné sur Terre. C'est vrai que Exactement. c'est une image qu'on n'a pas souvent et c'est impressionnant. Ouais. En excluant bien sûr les roches. Hein. Oui, on exclut les Voilà. roches, mais je te parle vraiment Donc du tout ce qui est vivant, quoi. organique, ouais. Végétaux, animaux. Et puis on va leur préciser à nouveau, mais on l'a dit juste avant, que l'intégralité de ce carbone qui est dans les sols, il vient de cycles biologiques passés. D'accord. Voilà. C'est les cycles biologiques qui stockent le carbone en très grosse quantité, parce que les cycles biologiques ont besoin de carbone. Ils l'utilisent et ils se stockent. Alors je vais vous montrer après comment ils se stockent. Donc ensuite, on va aller un petit peu plus dans les cycles du carbone. On va mettre suivant sur la slide. Donc on parle assez souvent du cycle du carbone, mais on va caractériser, il y a plusieurs états qui font
les écosystèmes vivants, ils utilisent le carbone de plusieurs manières. D'accord. Voilà. Donc il y a 2 phénomènes qui sont vraiment à l'œuvre. Il y a la fixation du carbone qui est présent dans l'air sous forme de CO2. Mhm. Et ça, c'est transformé en molécules plus complexes comme le sucre et la cellulose par les plantes. Donc la cellulose, le bois, quoi, en Ouais, fait. exactement. Ok. Et puis il y a aussi la destruction de ces molécules et le retour à des formes gazeuses, le dioxyde ou le méthane. Et ça, donc, ça rejette du carbone dans l'air. Voilà. D'accord. Il y a deux, je répète, hein, il y a vraiment 2 facteurs. Il y a un facteur de fixation qui utilise le CO2, donc la photosynthèse, et qui va avoir tendance à le stocker, D'accord. et un phénomène de destruction qui va déstocker le carbone Ouais. sous forme de méthane ou de dioxyde. Donc de c'est tout CO2. ce que tu disais tout à l'heure, la digestion, le pourrissement de la matière organique. Qu'est-ce que je peux oublier d'autre? Pour schématiser, hein, très La simplement, combustion aussi. quand vous faites du compost, les processus organiques à l'intérieur, ils utilisent le carbone et ils le rejettent en CO2 ou en méthane. C'est comme D'accord. ça qu'on fait la méthanisation, on en parle beaucoup. Ouais. C'est comme ça qu'on fait les biogaz, Ok. en fait, tout simplement. On prend de la D'accord. matière organique, on la fait fermenter, ça rejette un gaz, le méthane, qu'on va pouvoir utiliser après de différentes manières. Le fameux gaz de ville. Voilà. C'est ça? Donc on va s'attarder un petit peu sur la fixation du carbone. Euh, donc c'est une partie qui peut être un petit peu plus lourde. Alors il y a une forme de fixation qui est minérale, hein, qui se passe justement avec les calcaires, mais pour qu'elle soit massive, c'est assez compliqué, c'est très lent comme je le disais. Ouais, moi, ce que j'avais lu, c'est que c'était très lent dans le temps. C'était souvent, ça se passait principalement dans les océans. Le plancton va manger le carbone. Et comme. Alors non, Non, ça, c'est une bêtise. le Bon. plancton justement, c'est pas une forme minérale. Le plancton, c'est du vivant. Oui, mais en fait, le plancton va manger le carbone. En mourant, il va se sédimenter sur le fond des océans. Et c'est par un long processus qui dure des millions d'années qu'il va se retransformer en roche. Et bah, ça a peu de choses près ça, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que les roches directement qui absorbent du CO2. Ah, parce que les roches absorbent du CO2. Ouais, mais là, c'est compliqué, j'aurais pas les compétences pour l'expliquer correctement. Et D'accord. vu que c'est dérisoire, on va pas forcément s'y intéresser. Ok. Nous, on va surtout s'intéresser à la forme organique qui permet justement de créer des sucres, de la cellulose, des lipides et des protéines à partir du CO2 D'accord. et pas que. Donc en fait, cette dernière action, elle est possible par, c'est le privilège exclusif des organismes végétaux. Donc ils sont capables de faire de la photosynthèse grâce à la chlorophylle. La photosynthèse, hein, je rappelle, c'est les panneaux solaires du vivant. On ne connaît rien de plus efficace aujourd'hui. Schématiquement, ça prend le CO2 dans l'air, ça prend la lumière du soleil, et puis avec ça, ça peut créer différentes molécules, de l'énergie, etc. Ça peut permettre aux végétaux de croître, etc. D'accord. C'est vraiment toute la base. Parce que nous, qui ne faisons pas de photosynthèse, on mange des végétaux qui font de la photosynthèse. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment grâce à la photosynthèse que tout le vivant quasiment existe. D'accord, ouais. Donc C'est en grâce, fait la photosynthèse qui va permettre de prendre le carbone, de ouais, l'associer à l'énergie solaire qui va venir casser les molécules ouais, pour nous délivrer des sucres et tout un tas de tout, molécules beaucoup plus complexes en voilà, fait. pour créer des molécules biologiques plus ou moins complexes. D'accord, Effectivement, c'est exactement ça. ok. Euh, donc en fait, il faut de l'eau, du dioxyde de carbone et la chlorophylle, capter les rayonnements solaires et puis mobiliser cette énergie pour créer des molécules plus longues. Donc, Ok. donc cette réaction, elle dégage aussi du dioxygène. Donc c'est ce qui nous permet de respirer quand même, ce qui est assez important. Donc dioxygène, O2, Ouais, c'est l'oxygène qu'on respire. voilà. Donc il faut quand même voir que le carbone, avant, c'était 25% de l'atmosphère. Je me rappelle plus du pourcentage, mais on est très très bas. Donc c'est vraiment l'effet des végétaux qui a fait vraiment baisser drastiquement euh, ce carbone dans l'air. Donc on peut dire que s'il n'y avait pas les végétaux, il n'y aurait pas de vie animale aujourd'hui, en quelque sorte. J'irais même un peu dans l'autre sens, où le déchet des végétaux, qui est l'oxygène, ça a créé un nouveau marché, entre guillemets, le marché animal, D'accord. qui a pu utiliser ce déchet pour le recycler à l'inverse. Donc on est les valorisateurs de déchets. C'est rigolo de le voir sous cet Voilà. angle-là. Ouais. C'est un équilibre qui s'est créé parce que s'il n'y avait pas cet équilibre-là, en fait, petit à petit, on aurait quasiment plus de, il n'y aurait plus de CO2. Et le cycle il serait cassé parce que les plantes ont besoin du CO2. Donc il y a besoin d'animaux ou d'organismes vivants qui font l'inverse. C'est quand même D'accord. assez important. Ok. On pourrait même se dire un petit peu en philosophique, peut-être qu'on est arrivé pour ça, hein, pour enlever le CO2 stocké dans les sols et puis en refoutre plein pour que les végétaux soient contents. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vais Ouais. juste regarder, j'en profite, hein, Ouais. voir si on a eu des questions. Est-ce qu'il y a des questions du côté du chat déjà par rapport à ce qui a déjà été dit?
pour ceux qui veulent voir creuser. OK. Bon, écoute, pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde boit tes paroles, donc tu vas pouvoir continuer. Donc cette opération, hein, de photosynthèse, elle est complétée par d'autres réactions qui permettent de construire tout un tas de choses, hein, comme on le disait. Donc il y a des molécules courtes, comme les lipides, les sucres simples, les protéines, qui sont assez facilement dégradables et qui vont servir de réserve ou d'agents actifs, comme le cas des protéines. Donc ça va très vite retourner dans le cycle, en fait. D'accord. Voilà. Après, il y a les molécules beaucoup plus longues, où il y a des milliers d'atomes de carbone, où on retrouve plus des squelettes carbonés. Donc il y a la cellulose, la lignine, les longs polymères carbonés qui forment les tiges, les troncs. Et puis c'est grâce à ça qu'on fait le papier, D'accord. notamment. Quand un végétal meurt, notamment un arbre, et puis qu'il y a les feuilles qui tombent au sol, les racines, les tiges, les troncs, etc., il y a une litière, on appelle ça une litière, qui va arriver, qui va se poser au sol, en fait, et puis qui va Mmh. rentrer dans un cycle beaucoup plus lent, et puis qui va permettre de stocker du carbone. D'accord. Mais par Voilà. quel processus? En fait, simplement, on le verra à peu près, c'est ce qu'on appelle la matière organique. Hem, la Lorsqu'un végétal meurt, il tombe au Ouais, sol, c'est de la matière organique, ouais. il va être recyclé de tout un tas de manières, plus ou moins facilement. Ce OK. qui est recyclé très facilement, donc les molécules courtes, ça va Ouais, retourner directement dans le système, CO2, ça va être directement rejeté en CO2 au méthane. d'accord. Par contre, tout ce qui est des molécules beaucoup plus longues, le bois, des choses difficiles à digérer, OK. ça va rester dans le sol D'accord. et ça va permettre de stocker justement le carbone dans le sol. OK. De stocker, mais pas que. Ça permet de stocker le carbone, ça permet aussi, parce que l'accumulation de matière organique, de stocker de l'eau, de stocker des Ouais. nutriments. C'est pour ça qu'en agriculture, on cherche à avoir le plus de matière organique possible dans son sol. J'en entends beaucoup parler en ce moment, c'est de l'appauvrissement des sols qui est dû à des cultures trop intensives. C'est de ça dont tu me parles? Et ben disons, en fait, on va l'expliquer un petit peu dans rejet de carbone après. Aujourd'hui, on a une agriculture qui a tendance à vouloir minéraliser les sols. Donc, minéraliser les sols, c'est l'inverse du stockage. Quand on minéralise un sol, le sol, il déstocke tout simplement son CO2 et il le renvoie dans l'atmosphère. D'accord. Donc, quand on fait un labour, par exemple, l'objectif, c'est de minéraliser les stocks. Parce qu'en minéralisant, Ouais. on va dire schématiquement, la bouffe qui est dans les sols, elle arrive tout de suite pour les plantes. Elle est tout de D'accord. suite disponible. OK. Simplement, il y a une énorme perte. OK. Voilà. Donc comment on calcule ça? Le taux de matière organique, c'est des analyses en laboratoire. Ouais. Et pour te donner une idée, vu qu'on est sur l'agriculture, un champ céréalier en France, c'est 1,5 de taux de matière organique. Une prairie, on est entre 5 et 6. Une D'accord. forêt, on est proche de ça aussi. 1 point de taux de matière organique, Donc c'est 70 tonnes de CO2 stockées à l'hectare. donc quand tu parles de 5 à 6 c'est 5 à 6 de carbone organique dans le sol, c'est ça? C'est le taux de matière organique, c'est en grosse partie du carbone, parce que la base du vivant, c'est le carbone, mais pas que. C'est D'accord. vraiment, en gros, tout ce qui est vivant dans le sol, ou en tout cas vivant, ce qui est mort, mais qui n'est pas Ouais. encore totalement décomposé. Ouais, on sort des molécules, minérales, comme tu nous disais tout à Ouais, l'heure, quoi, du silicate, de la silice, de ce genre de choses et on se retrouve les 4 molécules, CHON, donc le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et nitrate, si je ne me trompe pas. Non, l'azote. ouais, bah, il y a vraiment tout un tas de molécules qui sont assez multiples. Je ne saurais pas préciser exactement lesquelles elles sont. OK, Euh, je n'aurais vraiment pas précisé lesquelles sont exactement. OK, Tout ce que je sais, c'est que ça s'accumule. Et puis, on va le voir plus tard, il y a des actions ou il y a des climats qui permettent que ça s'accumule beaucoup ou que ça ne d'accord, s'accumule pas du tout. OK. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse quand même aujourd'hui avec le problème climatique, c'est que ça s'accumule le plus possible pour Ouais, stocker du CO2. bah oui, Et puis forcément. aussi, c'est quand même assez incroyable, ça permet une fertilité plus importante et un Mmh. stockage de l'eau plus important. D'accord, Ok. donc Je vais l'expliquer un petit peu après parce que c'est assez complexe quand même. Donc je vais le réexpliquer un petit peu après. Ok. OK, Cette fois, je vais expliquer comme l'opération inverse du stockage, donc le rejet du carbone. Donc on a mis une petite photo d'une vache qui pète, hein, parce que voilà, la vache qui pète. schématiquement, c'est une forme de rejet de carbone. La vache, elle a mangé des végétaux qui avaient stocké du carbone, Ouais, et puis elle respire du CO2 ou elle pète du méthane, et donc le CO2 retourne dans le site, il retourne dans l'air. d'accord. Voilà. Alors j'ai une petite question là qui a Ouais. été posée par Tanjoy 2000. Il nous demande: «Le carbone est-il un danger pour l'homme?» Et quand j'entends ça, je pense danger immédiat. Est-ce qu'il y a une toxicité du carbone? Bah, de fait, on est fait de carbone.
Donc, D'accord. peut-être qu'il y a des phénomènes d'oxydation ou autres, mais de manière générale, c'est pas un danger. C'est nous, on est du D'accord. carbone. Donc c'est pas une matière qui est, en fait, c'est plus les incidences d'avoir, le carbone qui va se stocker là où il ne doit pas, qui aujourd'hui nous Bah, impactent directement. disons qu'en fait, là, on va vraiment, parler des phénomènes de stock et de flux. Mmh. Ce qui est important, c'est l'équilibre. Heu, on avait un équilibre avec le carbone qui nous permettait le climat actuel et on est en train de le déséquilibrer en rejetant du carbone. Et c'est ça qui modifie le climat. Donc c'est dans ce sens-là que le CO2 peut être un danger, parce qu'il est rejeté trop vite. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Est-ce que c'est le carbone qui est dangereux, dans le Je sens la petite molécule, enfin le petit Bah, atome? c'est comme ça que j'ai compris la question, et nous dirons, ils nous diront, par la suite. OK. J'avais une autre question de GetGet18 qui nous demande: «C'est quoi le rapport entre carbone et Terrabio?» Donc ça, c'est un peu plus mon sujet et j'y viendrai après la présentation de Geoffrey, si tu veux bien. OK. Hem, donc l'opération inverse, comment elle se fait? Alors déjà, la plante elle-même, même si elle, elle a tendance à stocker du CO2, elle en émet aussi un petit peu, notamment la nuit. Quand elle finit sa photosynthèse, elle, déstocke plus de CO2 que ce qu'elle en absorbe. D'accord. Hem, alors ensuite, il y a les animaux, donc comme je disais, hein, qui déstockent énormément de carbone. Et puis enfin, il y a les champignons et puis les bactéries qui sont à même qui vont dégrader la cellulose et la lignine, donc Ouais. le carbone, on va dire complexe, et qui vont de fait déstocker du CO2. Donc le stockage et le déstockage du CO2, c'est enfin, du carbone, c'est deux choses naturelles Mmh. qui sont tout à fait normales. Simplement, nous, on a tendance à déstocker du carbone qui était en sous-sol et qui n'était plus vraiment dans le cycle, ou qui D'accord. n'était plus depuis très longtemps, en tout cas. Le fameux pétrole dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Tu nous parlais tout à l'heure des animaux qui déstockent. Alors, est-ce que tu as en tête, des chiffres pour savoir à peu près ce que ça représente? Je sais que l'agriculture, ben, mmh, loin de ce qu'on peut penser, c'est quand même une source de gaz à effet de serre majeur, que ce soit, comme tu le disais tout à l'heure, le méthane, mais le carbone aussi. Est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près à vue de nez, hein, combien ça représente par rapport aux émissions humaines? Et ben, disons que c'est dur de répondre à la question parce qu'il y a plusieurs types d'agriculture. Il y a des agricultures qui stockent le carbone, d'autres qui la déstockent. L'agriculture aujourd'hui, elle a tendance à le déstocker parce que, comme je le disais, un sol normal, notamment en France, ça c'est des chiffres en France, vous avez 5 points de taux de matière organique. D'accord. Donc, dans chaque point de matière organique, à l'hectare, vous avez 70 tonnes de carbone qui est stocké. 70 tonnes à l'hectare, OK. Voilà, dans Ah, chaque point, fois fois 5, 5. OK, donc on est à 350 tonnes. Donc ça, 5 tonnes, enfin 5 points de matière organique, c'était toute la France, tous nos sols qui n'étaient pas cultivés. C'est une forêt, c'est une prairie, etc. Je D'accord, parle dans le climat français. OK. D'accord. Aujourd'hui, nos sols, ils sont descendus à 1,5. Ah oui, Donc rapidement, on peut voir que sur un hectare, même sans aucune action du pétrole, etc., on a déjà réussi à déstocker en fait du pétrole, du enfin carbone. du carbone, pardon. Ouais, Ça montre aussi quand même une marge de progression. D'un côté, on peut se dire: «Waouh, c'est terrible, on a déstocké de dingue». En même temps, ça montre qu'on peut remonter à 5 ouais. et stocker de manière, absolument faramineuse du carbone. Ouais, c'est Voilà, des millions de tonnes, qui c'est peuvent du être, million de tonnes. potentiellement stockables, et pas seulement par le Voilà, reboisement, mais aussi par, et là, je parle seulement des sols. Je ne parle pas de ce qui est stocké, dans la matière vivante. C'est-à-dire qu'un arbre est ouais, considéré comme une matière vivante, ouais, il est là en plus du sol. Donc une forêt, non seulement ça va recréer du sol, donc ce stockage de matière organique et donc de carbone dans l'humus, ouais, dans l'humus, ouais. mais lui-même, il stocke du carbone parce qu'il est fait de carbone. D'accord, Nous, on est des stocks de carbone. En soi, le fait d'être vivant, on stocke du carbone parce qu'on est nous-mêmes du carbone. d'accord, ouais. En mourant, si on décompose, On relâche le on carbone, relâche du carbone. Donc aussi en respirant, etc. Mais, donc je pousse le raisonnement là, exprès, un petit peu loin. Vaut mieux se faire enterrer que de se faire, incinérer, pour l'écologie en tout cas. Notre ouais, carbone en tout cas, serait ouais. fixé dans le sol si on se fait enterrer, alors enfin, ou Alors, bloqué dans le sol. pas pour l'écologie, pour le carbone, Ouais, d'une certaine manière, ouais, c'est une forme de stock. ouais, Tout comme, par exemple, le plastique, c'est une forme de stock. Du OK. pétrole que vous transformez en plastique, bah, grâce à ça, c'est pas du pétrole il n'y a pas eu de combustion. Ouais, Donc du coup, le carbone dans le plastique, il est piégé. d'accord, OK. Voilà, c'est un stockage, l'un des stockages du pétrole aujourd'hui. Ou ouais, pas le meilleur, mais Bon, OK. pour faire le plastique, il faut quand même émettre du pétrole, donc c'est pas non plus une très bonne solution. Mais, Il faut le mais chauffer et cetera. voilà. OK. Euh, donc, comme je disais,
enrichir un écosystème en matière organique, c'est donc hyper important et ça résulte d'un équilibre, du stockage et du déstockage. Il faut vraiment avoir ça en tête, dans la nature, il y a toujours une notion d'équilibre. Donc c'est vraiment 2 gros stocks. On parle de cycle, mais finalement, c'est vraiment 2 gros stocks, heu, qui travaillent ensemble. OK. Donc on va aller sur l'équilibre et ses facteurs. Donc on voit, hein, le carbone atmosphérique et puis le carbone organique du sol, humus. Hem, Où est-ce que j'en étais? Ça on l'a dit. Donc en fait, il f tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de créer des systèmes dans lesquels l'accumulation, ça l'emporte sur la minéralisation et ou des systèmes à la rigueur où ça s'équilibre. Mmh. Voilà, des systèmes qui sont déjà élevés, qui ont déjà un gros taux de stockage et qui s'équilibrent. Parce qu'on parlait du taux de matière organique, on ne peut pas le monter à l'infini. Heu, on en parlait un petit peu avant, 5 points, c'est une moyenne sur une prairie en France. D'accord, mais on peut pas monter à 25 de matière organique dans le Non, sol. c'est très compliqué ou alors on pourrait peut-être, si vous allez dans des pays un peu plus froids, des zones plus froides ou plus continentales, l'Ukraine par exemple, pourquoi ils sont très forts en agriculture? C'est simplement parce que le climat fait qu'on en stocke beaucoup plus et que la matière organique est beaucoup le taux de matière organique est beaucoup plus élevé. Donc il y a un lien direct entre, température et stockage du carbone dans le sol? Alors, c'est pas vraiment la température, c'est l'ensoleillement. Donc D'accord. on va le voir, on va le voir un petit peu après ça. Heu, on va le voir un petit peu après. Est-ce qu'il faut passer la slide ou pas? Alors oui, bah, je vais l'expliquer tout de suite d'ailleurs. Alors les facteurs qui vont déterminer la vitesse relative, en fait, c'est toujours une course de vitesse entre la minéralisation, les bactéries qui vont utiliser la matière organique et qui vont la transformer en CO2 OK. et puis la photosynthèse. Donc les plantes Ouais. qui, elles, vont capter le CO2 et le remettre dans le sol. OK. C'est un petit peu une course, entre les 2. Enfin, ils font pas sciemment la course, mais pour stocker ou déstocker. En fait, donc la journée, comme je disais un petit peu avant, la journée, la photosynthèse, elle est active et la fixation, elle l'emporte sur la minéralisation. D'accord. Donc ça, c'est en journée. La nuit, la photosynthèse, elle est inactive et là, c'est la minéralisation qui l'emporte sur la fixation. OK. OK? Donc en fait, ouais, notre problématique, elle vient surtout d'un déséquilibre dans ce système-là, quoi. Bah, le déséquilibre, il existe, de manière naturelle, en fait, entre les cycles jour-nuit. Ouais. Donc suivant où on se situe dans la planète, les cycles ils vont être vachement différents. Si on est au niveau des tropiques, on le verra plus bas, le cycle il est en 12 heures quasiment tout le temps. Ouais. Donc ça s'équilibre en permanence. D'accord. Alors que si vous êtes, plutôt beaucoup au nord ou beaucoup au sud, vous allez avoir, les cycles du soleil, il va y avoir des journées qui peuvent être très longues en été et des nuits très courtes et inversement en hiver. Et du polaire. Voilà. Hem, donc là, on va voir justement 2 écosystèmes, extrêmes, on va dire, qui sont l'exemple parfait de ce que je suis en train d'expliquer. Sauf s'il y a des petites questions, Je suis en train de regarder, mais apparemment non. C'est juste tout à l'heure, tu nous parlais, de la vache qui pète, mais les gens ne l'ont pas vu. Alors je vais leur repasser, hein. Hop, voilà. Voilà, on l'a caché avec notre vidéo. La voilà, notre vache qui pète. elle Allez, elle est elle est ceci étant dit, elle est belle, hein. ouais, elle est belle notre vache. Donc en premier, tu peux mettre suivant. Tac. Hop, Donc en premier, on va avoir un système, accumulateur par excellence, c'est la taïga. Bon, on pourrait aussi citer la tourbière, mais là, on va vraiment parler, de la taïga. Donc pourquoi la taïga? C'est un très gros accumulateur. En fait, simplement en hiver, les processus biologiques, ils sont plutôt arrêtés, parce qu'ils gèlent dans ces zones-là. d'accord. Donc du coup, il y a pas de minéralisation. C'est-à-dire qu'il y a pas on ne jette pas le CO2. La matière organique, elle n'arrive pas à se faire digérer, donc du coup, il y a pas de rejet du CO2. OK, OK? Par contre, quand les cycles, ils s'inversent, quand arrive le printemps et l'été, ouais. là, les journées sont beaucoup plus longues dans le nord. Vous avez même des fois, il fait jour pendant plusieurs jours. Il y a de la lumière pendant plusieurs jours. Résultat, les plantes, elles vont accumuler beaucoup plus d'énergie, enfin, elles vont faire beaucoup plus de photosynthèse, OK, donc accumuler beaucoup plus de carbone d'accord. que ce que les bactéries ou les champignons sont capables de digérer et de rejeter. OK, Et au moment où le jour il baisse, il fait tellement froid que les ouais. bactéries ne peuvent pas se mettre au travail de toute manière. D'accord. OK. Résultat, année après année, quand ces végétaux-là, ils perdent leurs feuilles, ils meurent, leur écorce, et cetera, Mmh. la matière organique, elle s'accumule dans le sol. OK. Donc en fait, chaque année, elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, et elle ne peut pas être digérée. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que vous avez des taux de matière organique absolument gigantesques.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a une problématique au niveau on parle souvent du dérèglement. Alors je sais qu'on parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement climatique. Mais ces zones qui ont tendance à se réchauffer perdent cet attrait en fait, parce qu'en hiver, les sols gèlent peut-être moins, et donc il y a plus de consommation par les bactéries et les champignons Bah, et de dégagement de CO2, c'est ça? c'est ce qu'on voit avec le problème du pergile au sol où en fait la fonte des glaces, oui, je me trompais de mot. La fonte des glaces, relance le système, Ouais, tu vois, en quelque sorte. Vu qu'il fait un peu plus chaud, il peut y avoir une minéralisation qui arrive beaucoup plus vite. d'accord. Résultat, vu qu'il y a énormément de matière organique stockée, du fait des années, cumulées, à climat classique, Mhm. une fois que ça se réchauffe, toutes ces bactéries, c'est comme si vous voulez c'est comme un compost. Elles se retrouvent avec une quantité de matière organique à bouffer absolument phénoménale. Et quand ça va vite comme ça, c'est comme ça que ça fait du méthane. D'accord. Et le méthane, c'est donc pire que le CO2. Et donc, c'est un gros problème parce que plus ça fond, plus ça se réchauffe, Ouais, et bah, plus la latitude où ce phénomène arrive, plus il remonte quoi. plus il remonte. Ok. Et donc, il y a toute cette matière organique qui a été stockée depuis 1000 ans, 2000 ans, beaucoup plus que ça, qui se met à être digérée et qui se met à lâcher du méthane et du CO2. D'accord, donc en plus de libérer ce qu'il y a actuellement, on vient libérer 20 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans, enfin des milliers, voire des dizaines de milliers d'années de stock de carbone là, Ouais. en déréglant notre climat, quoi. Voilà, c'est des effets c'est des effets, on dit qu'ils sont positifs entre eux. C'est que plus ça se réchauffe, plus il y a des phénomènes qui ont tendance à faire en sorte que ça se réchauffe. D'accord. Même si ça reste des phénomènes complexes, parce qu'en parallèle, plus ça se réchauffe, plus la végétation, elle pousse à des latitudes nordiques, Ouais. donc plus peut-être qu'elle compensera. Simplement, dans la course contre la montre où on est, c'est que la végétation elle va être beaucoup plus lente que Mhm. la minéralisation qu'on a actuellement. D'accord. Donc ça va relâcher beaucoup de méthane, beaucoup de CO2, Très vite, et ouais. le temps que la végétation elle compense ça, bah, ça peut prendre, je ne saurais pas vous dire, mais je pense beaucoup, Ouais, beaucoup, et en plus, on est beaucoup sur de des temps. échelles de temps qui n'ont rien à voir avec l'échelle Humaine. humaine. Voilà. Et nous, ce Ok. qui nous intéresse, c'est vraiment ça qu'il faut voir dans le réchauffement et le dérèglement climatique. Ce qui nous intéresse, c'est notre société, c'est nous. On le met toujours sur le cycle des animaux. Euh, la biologie, la biodiversité, elle n'en a rien à faire. Ces cycles de vie, c'est des millions d'années, elle s'en remettra, il n'y a aucun souci. Mhm. Par contre, nous, ça va être problématique. Notre société, en tout cas. Peut-être que l'humain pourra tenir à ça, mais notre société, c'est problématique. Parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où ça va et on ne connaît pas. D'accord. Donc, à l'exact opposé des taïgas, on a les forêts équatoriales. Les forêts équatoriales, on pense que c'est luxuriant, que c'est très riche. En fait, c'est des sols absolument très pauvres. Ah ouais. Voilà, parce que les choses vont tellement vite en forêt équatoriale que la moindre matière organique qui meurt, elle est, pas instantanément, mais elle est très très vite digérée. Elle est tout de suite remise dans le cycle. Ok. Donc en fait, le seul stockage d'une forêt équatoriale, c'est le stockage vivant. Ouais, c'est les arbres. Voilà. Ok. Et on a vu, vous vous rappelez le petit tableau au-dessus, le stockage vivant, il est assez bas en pourcentage. Mhm. Donc ça a un impact, c'est important, mais c'est pas tant que ça par rapport au sol. D'accord. Et il faut voir aussi que vu qu'elle a très peu de matière organique, quand on rase une forêt pour y faire de l'agriculture, on est quasiment obligé d'y mettre énormément d'engrais parce qu'ils n'ont aucun stock de matière organique. Et la matière organique, c'est un petit peu de l'engrais dans le sol, c'est du stock. Ah, c'est contre-intuitif, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire qu'au contraire, ça pousserait beaucoup plus facilement là-bas, quoi. Ok. Bah, ça pousse facilement si on y met les nutriments, mais les nutriments sont très vite Ouais, ça passe par lessivés. des intrants, quoi. Ça Voilà. passe par Mais un ajout humain. exactement. Il n'y Ok. a qu'une forêt équatoriale qui est capable en fait de faire quelque chose de luxuriant comme ça, mais ça prend quand même pas mal d'années, D'accord. même si ça peut vite revenir, et de bloquer le sol. Mais pour l'agriculture, en tout cas notre agriculture à nous, l'agriculture un petit peu céréalière de steppe qu'on a l'habitude de faire, elle n'est pas vraiment adaptée. De l'agriculture là-bas, de jardin-forêt ou de choses comme ça, l'agriculture un petit peu traditionnelle, elle est tout à fait adaptée et elle ne pose pas de problème en termes de stockage de CO2. D'accord. Si on veut planter du blé en plein milieu de l'Amazonie, c'est là où où ça va être un désastre écologique parce que le blé consomme beaucoup plus que les espèces endémiques, c'est ça? Bah, c'est pas qu'il va consommer beaucoup plus, c'est que l'énergie, c'est vraiment les plantes qui créent l'énergie et cette matière organique. Mhm. Et le blé, c'est une toute petite plante à côté d'une forêt équatoriale. Donc du coup, vous remplacez des millions d'espèces et je sais pas en poids, mais peut-être des tonnes et des tonnes de bois à l'hectare par quelques tonnes de blé.
D'accord. Blé en plus que vous n'allez pas laisser dans le sol, que vous aurez tendance à exporter pour vendre la paille, pour vendre le grain. Ouais. Et donc vous sortez du système quelque chose. Et on appauvrit les sols encore plus. En Et carbone, en tout cas. on les appauvrit. Et là-bas, il y a des phénomènes de lessivage où la moindre pluie, ce qui est quand même très courant là-bas, ça vous enlève tous les nutriments. Parce que le sol n'est pas adapté à ça. D'accord. Ils ne sont pas nos vers de terre et c'est pas du tout adapté. C'est pour ça aussi que c'est indispensable de créer ces forêts équatoriales. Mhm. Mais le stockage du CO2, il passera pas forcément par les forêts équatoriales. C'est pratique parce que ça va relativement vite pour recréer une forêt, pas aussi luxuriante, mais qui pousse très vite. Et on ne pourra pas stocker autant de CO2 qu'ici. Bah, ça me fait plaisir ce que tu dis parce que justement, c'est un des chevals de bataille de TerraBio, c'est de replanter des forêts en France et sous nos latitudes. Donc aujourd'hui, un rachat de carbone qui se fait au Pérou, en Argentine, en Bolivie ou je ne sais pas où, dans les zones tropicales, est moins fixateur de carbone sur le long terme en tout cas qu'une forêt chez nous, quoi. Ouais. Ok. Parce que la forêt chez nous en elle-même en fixera moins, Ouais. mais le taux de matière organique qu'elle va recréer dans son sol en fixera beaucoup plus. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu contre-intuitif. Le petit problème qu'on a, nous humains, c'est qu'on utilise nos yeux principalement et on n'imagine pas tout ce qu'il y a dans le sol. J'ai plus les chiffres, mais la principale masse terrestre, je crois que c'est les vers de terre. La principale masse terrestre animale. Ah ouais. Et c'est énorme. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'éléphants, Ouais, c'est ça, de ouais, trucs comme des ça, choses mais qu'on voit, quoi. non, Ok. le principal masse terrestre, c'est C'est les vers dans de le règne terre. animal, c'est les vers de terre. Ok. Et de très loin, j'ai plus les chiffres, mais d'assez loin. D'accord. Voilà l'explication, base de départ pour Ouais. le débat. C'est ce que je voulais expliquer. Yep. Un peu ce phénomène vraiment de stockage et de déstockage Ouais. qu'il y a dans la nature, qu'il y a avec le carbone. Et puis vraiment préciser encore que le carbone, c'est la base de la vie. C'est vraiment la base en agriculture. Moi, en maraîchage, par exemple, j'ai besoin du carbone. Plus il y a de carbone dans mon sol, Mhm. au-delà de mon côté écologique qui veut stocker du CO2, plus j'en ai dans mon sol, plus mes légumes ils vont pousser. Et plus ils vont pousser facilement. D'accord. Plus ils seront en bonne santé, etc. Les meilleurs ils seront. Bah, on espère. C'est le but. Plus ils vont plus cher. En plus. Voilà, bah voilà pour ma petite présentation. Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Alors, sachez que si le format vous plaît, c'est un format qu'on aimerait pérenniser avec un rendez-vous, je pense, enfin 2 rendez-vous par mois, un rendez-vous tous les 15 jours. Donc, dans un premier temps, là, Geoffrey nous a donné une première éducation de base sur ce qu'est le carbone et son rôle dans le cycle du carbone et dans la vie. Je pense qu'après, il nous a déjà préparé quelques idées pour développer encore et puis étendre un petit peu l'idée. Donc, si le format vous plaît, je pense qu'on va être amené à se revoir. Ce que je peux proposer là, c'est que la communauté pose ses questions. Donc, ceux qui sont sur Discord peuvent éventuellement demander la parole et ils peuvent monter, on va pouvoir discuter un petit peu avec nous. Donc, est-ce qu'on a des questions dans le chat sur les différents réseaux, que ce soit Twitch, Discord? Alors là, je me tourne un peu vers l'équipe. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, mais les plantes, elles captent le CO2 au sol, mais l'effet de serre est à plusieurs kilomètres de haut. Ouais, 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 bah, je suis en train de les lire. Alors, mais les plantes, elles captent le CO2 au sol, mais l'effet de serre est à plusieurs kilomètres de haut. Donc, l'effet de la température sur le mouvement des masses d'air est-il suffisant pour que toutes les masses d'air soient atteignables par les plantes, pour les plantes? Je comprends pas très bien la question. Ouais, t'as compris? Ouais, alors en fait, l'effet de serre, il se passe en hauteur, mais pas que. Et disons qu'il y a un brassage entre les différentes couches hein, dans l'atmosphère. Donc le CO2, mécaniquement, il finit par retomber un petit peu vers le sol. Donc il y a quand même du CO2, même du CO2 qui peut être très haut dans l'atmosphère, qui va être capté par les plantes. Il y a quand même un brassage, il y a des phénomènes de vent, la pluie, je sais qu'elle en fait tomber aussi. Donc le CO2 n'est pas bloqué, il n'est pas statique en fait dans l'atmosphère. Et il est vraiment partout. D'autant que les plantes, elles vont effectivement prendre en priorité le CO2 qui est à côté d'elles. Forcément, elles en ont besoin. Mais ce CO2-là, si elles ne le captaient pas, il aurait tendance à remonter, justement. D'accord. Donc, donc ça, c'est pas un problème.
Ah ouais, je pour sais les plantes. qu'après il y a un phénomène d'équilibrage un petit peu partout dans la nature, hein. La nature est là pour toujours, rétablir l'équilibre partout, donc je pense qu'effectivement s'il y a un déséquilibre entre les masses de CO2 dans les couches hautes et les masses de CO2 dans les couches basses, à un moment donné, il doit bien y avoir cet Bah, équilibrage, quoi. disons que si elle ne pouvait pas l'atteindre, ça n'existerait pas. D'accord. La nature, elle est très logique en fait. J'utilisais le mot marché tout à l'heure parce que c'est peut-être plus parlant. La nature, en fait, c'est comme un immense marché et s'il y a un business à faire, elle le fait. D'accord. Voilà. La Donc, nature est capitaliste alors. exactement. Je suis passé capitaliste, il y a beaucoup de coopération, mais s'il y a trop de CO2, s'il y a du CO2, elle va utiliser ce CO2 pour la vie. Euh, D'accord, donc il y a des bases, hein, il y a des règles pour la vie, mais de manière générale, la règle principale, c'est que s'il y a une abondance de quelque chose, elle va faire en sorte de l'utiliser. d'accord, L'horreur du vide. OK. J'espère que ça répond à votre question. J'ai une autre, question de Conjoy nous demande, quelle serait la meilleure solution pour toi, pour fixer le carbone? Je pense que c'est des choses que tu voudras aborder peut-être dans des futurs épisodes, mais si tu Ouais. pouvais nous teaser un petit peu tout ça et puis nous donner des pistes, et des ouvertures là-dessus? Et ben, la meilleure solution pour moi, qui résout plusieurs problèmes en un, c'est l'agriculture. C'est Euh, étonnant ça. c'est l'agriculture parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle rejette du carbone. Ouais, Dépendante du pétrole, elle rejette du carbone. En fait, la meilleure solution, c'est d'augmenter le taux de matière organique dans les sols. J'avais fait un petit calcul. En France, on a 29 millions d'hectares cultivés. OK. Ok. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, en moyenne, nos sols cultivés, ils ont 1,5 points de taux de matière organique. Ouais, c'est ça. Alors qu'on était à 5-6 Voilà. initialement. Ouais. Donc, imaginez si vous transformez ces 29 millions d'hectares, si vous les passez de 1,5 à 5. Je peux même pas vous dire le chiffre de CO2 capté, parce que je crois que c'est 2030 millions, je ne sais même pas si on peut dire 2030 millions. C'est 2 milliards quoi, ouais. C'est voilà, c'est des quantités absolument phénoménales et qui peuvent se faire assez rapidement. Alors nous, en maraîchage, on arrive à monter à des taux de matière organique. Là, je parle vraiment du maraîchage, parce que sur petite surface, c'est quand même beaucoup plus facile que des grandes cultures comme les céréales. Mais D'accord. sur du maraîchage, j'ai déjà des collègues qui sont passés de 1,5 à 8 en 10 ans. À 8. OK, Voilà, en 10 ans. voilà, Donc en 10 c'est ans. à l'échelle humaine, on peut quand même, réellement agir là-dessus, quoi. Très rapide, OK, très très rapide. Le problème de ce phénomène, enfin le problème, ça veut dire qu'on peut agir très rapidement, c'est l'avantage. Le phénomène, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez des paliers où ça se termine. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint les 8, il faudrait peut-être monter à 9, mais c'est compliqué. Et pour monter ce taux de matière organique, il faut quand même beaucoup de matière organique, justement. Donc il faut beaucoup de végétaux. d'accord. Et les végétaux, il faut les produire au bout d'un moment. C'est pour ça qu'on peut le faire au maraîchage parce que c'est des plus petites surfaces. On ne pourrait pas monter de 1,5 à 8 les 29 millions d'hectares. Pas aussi vite. D'accord. Par contre, les montées de 1,5 à 5 sur 30, 40, 50 ans, ça se fait. C'est Mais quelque chose qui se fait. ça me renvoie à une autre question, donc c'est une problématique qui est plus due aussi à notre, manière de faire de l'agriculture aujourd'hui avec des parcelles qui sont immenses. Si demain on venait à une agriculture peut-être plus proche, du consommateur, ouais, avec des plus petites parcelles et une diversité aussi de production, plus étendue plutôt que de la monoculture sur des hectares, ça pourrait avoir un impact positif aussi, ce Alors, changement sociétal? ça aurait un impact positif, mais pas forcément sur le CO2. D'accord, Le gros problème de l'agriculture aujourd'hui, enfin pour le CO2, hein, parce qu'il y a d'autres avantages agronomiques, mais le gros problème, c'est le labour. Quand d'accord. vous faites un seul labour, vous tuez de mémoire 70 à 80% de la vie dans le sol. Mmh. Donc cette vie-là dans le sol, quand elle meurt, déjà elle rejette le CO2 qu'elle stockait en étant vivante. Et ensuite, le taux de matière organique, vos plantes, s'il n'y a plus de vie dans le sol, elle a besoin d'énergie, donc elle stocke dans le taux de matière organique, donc elle le fait baisser. D'accord. Donc en fait, le problème, c'est pas tellement la taille des surfaces, c'est un problème hein, pour tout un tas de raisons, mais c'est pas forcément la taille des surfaces, c'est le labour, de manière généralisée, c'est un gros problème. OK. C'est un énorme problème. Parce que ça augmente la minéralisation, d'ailleurs c'est le but. Le Ouais. but, c'est de rendre disponibles les Cette éléments pour la matière, plante. organique, ouais. Donc c'est très efficace pour faire du rendement, pour tout un tas de choses, hein. On ne l'a pas fait pour rien, il ne faut vraiment pas cracher là-dessus. Simplement, ça fait sortir du CO2 dans le sol. D'accord. D'autant plus qu'aujourd'hui, avant, on faisait du labour avec des chevaux, ou de manière, une chose assez puissante, peu puissante. Ouais. Aujourd'hui, on a des tracteurs absolument énormes, qui eux accélèrent encore le processus, qui le rendent plus efficace, mais qui l'accélèrent. Et alors ça, c'est vraiment pour l'Europe. Si on va pour les forêts équatoriales, là, c'est encore, il faut carrément changer, la type de culture. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de foutre, que du blé, que du maïs.
D'accord. Là-bas, ce qu'il faut, c'est de la forêt. C'est le système le plus efficace. Mais c'est assez compliqué. Ouais, je vois qu'il y a Il y a énormément de paramètres qui voilà, s'influent entre eux et ouais, donc si tu touches à l'un, ça peut bouger ouais. l'autre. OK, Faut imaginer un peu une base 100, un peu comme un cercle. Si on prend dans un point, on va tirer sur l'autre, et cetera. d'accord. Donc ce qui est important, et ça c'est général pour le réchauffement climatique, c'est de se dire, voilà, on a tant de marge de manœuvre, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le plus important? Le plus important, c'est de faire chauffer mon sauna ou c'est de limiter la température? Pour OK, l'agriculture, ça va être ça. Est-ce qu'il faut continuer à des rendements aussi élevés ouais, ou est-ce qu'il faut limiter le réchauffement climatique? et ça se passera bien sûr par des choix politiques, quoi. C'est Ouais, politiques et sociétaux et les 2. Et pour le moment, il semblerait que ça soit plus sociétaux que politique. oui, c'est vrai qu'on a une chance, c'est que les choses ont l'air de bouger depuis la base. Je retourne sur mes questions. Ouais. Je retourne sur mes questions. Alors, tu parlais de sol, de forêt. Y a-t-il une superficie minimum pour recréer un sol de forêt et quelle temporalité? Donc, il y a quelqu'un qui arrive en cours de route, il nous demandait, tu parlais de sol de forêt, y a-t-il une superficie minimum pour recréer un sol de forêt et quelle temporalité? Il n'y a pas de superficie minimum. La temporalité, ça va dépendre justement du climat, Ouais, de l'endroit où on se situe dans la planète. Heu, Plus on sera dans un endroit chaud, disons que plus les choses vont aller peut-être vite. ouais, Heu, non, même le faire sur 10 mètres carrés, on peut recréer un sol de forêt en faisant du broyat, de végétaux, le mettre et replanter des arbres, on peut le faire. Après, là, les enjeux sont tellement grands que l'idée, c'est disons que les petits pas, ça marche c'est pas suffisant, quoi. d'accord. L'idée, c'est de faire quelque chose de gigantesque. Mais si tout le monde passait, parce que je suis déjà passé sur tes parcelles, je sais que tu pailles Mmh, énormément, tes parcelles. Est-ce que le paillage, ça fait partie de cette manière de rendre de la matière organique au sol? mmh. Et si ces pratiques se généralisaient, est-ce que bon, peut-être pas sur les 29 millions d'hectares dont tu nous parlais tout à l'heure, mais, est-ce que ça pourrait avoir un impact significatif? Et bah, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, où ils sont passés de 1,5 à 7-8, c'est la ferme de Cagnols, hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Heu, Cagnols, tu ouais, écris ça comment? Cagno2le. OK, la Voilà, ferme de Cagnols, hein, ceux qui veulent aller ils chercher. sont super, hein, si vous vous intéressez au maraîchage. Eux, bah, comment ils ont fait? Ils ont mis du broyat, vraiment de la matière organique, mais la paille marcherait aussi, à gogo chaque année, D'accord, de manière assez massive. OK, Et donc si vous allez dans leur sol, c'est comme un sol de forêt. d'accord. Voilà. Donc ça allait assez vite, hein, puisque ça a mis, les chiffres, je vous disais, 10 hein, ans, ouais. moins de 10 ans, ouais, donc ça peut aller, relativement vite. Simplement, il faut cette matière, il faut le broyat. Voilà, donc OK. aujourd'hui, c'est facile. On peut récupérer du broyat, tout le monde taille sa haie, il sait pas quoi en foutre, ça coûte cher à la déchetterie, on peut le récupérer gratuitement. Si demain toute l'agriculture française, elle passe là-dessus, il va falloir réfléchir. Ouais. Ouais, c'est encore des choses qu'on ne pourra plus donner, à nos animaux, par exemple, ou, des choses comme ça, Bah, dans le cadre de l'agriculture. peut-être qu'il faudra se dire, sur les 29 millions d'hectares, il faut peut-être avoir, 10 millions d'hectares qui servent à faire de la matière organique. D'accord. Heu, ou peut-être qu'il faudra dire, en sachant que sur les 29 millions, il peut y avoir 10 millions qui sont en haies. On imagine des Oui. carrés de Oui, forêt, et oui, oui. cetera. Mais refaire des haies, refaire de l'agroforesterie, typiquement ça permet de relancer ça. Alors l'agroforesterie, on voit des arbres, fruitiers notamment, mais on peut faire des arbres spécialement pour la matière organique, Ouais. qui poussent vite, qu'on peut broyer et qu'on D'accord. peut remettre directement au sol à l'endroit OK. où ils sont. D'accord. Bah, écoute, ça me renvoie à une autre question là qui est posée par Antoine. Antoine nous demande: «Y a-t-il des familles d'arbres meilleures que d'autres pour lutter contre le CO2 ou pour capter le CO2 en tout cas?» Hem, Bah, oui et non. Disons qu'ils ont enfin, ils vont avoir des avantages et des inconvénients. Les arbres qui poussent rapidement, ils vont avoir tendance à capter plus de CO2 Ouais, très rapidement. Simplement, ils ont tendance très souvent à se décomposer beaucoup plus rapidement. d'accord. Un chêne, qui met du temps à pousser, si vous le broyez, il met beaucoup de temps à se décomposer. Voilà, c'est des molécules carbonées beaucoup plus complexes. D'accord. Donc en fait, il faut faire les 2. OK. C'est tout le temps ça, il faut pas s'imaginer, on a trouvé l'arbre miracle, on met que ça en France, l'arbre miracle, aux États-Unis, on met que ça. Non, il faut essayer vraiment de mettre de tout pour recréer un cycle, qui soit progressif surtout. D'accord. Parce qu'il faut vraiment comprendre que le carbone, de manière générale, en le stockant de cette manière en tout cas, il va se déstocker progressivement. Et c'est un phénomène naturel et c'est important, sinon le cycle il se terminerait au bout d'un moment.
Donc il ne faut pas qu'ils se déstockent totalement d'un coup. Ouais. Si demain on met un seul arbre, on règle le problème et puis on les coupe tous, Ouais. et ben là, il y a paf, ça réexplose d'un seul coup. D'accord. Donc il n'y a pas d'arbre miracle. De la pluriescence, Ouais. OK. De manière OK. générale, en faisant le plus de choses différentes, c'est comme ça qu'on se trompe le moins. Ouais. Parce que s'il y a une variété qui est pourrie, bah écoutez, C'est la loi des grands nombres. C'est voilà, l'ancien assureur qui parle là. c'est exactement ça. OK. D'autant qu'avec le réchauffement climatique, il y a un gros problème avec les arbres, c'est qu'il faut trouver des arbres qui sont adaptés aujourd'hui à notre climat, Ouais. mais qui seront adaptés au climat dans 50 ou 100 ans, Ouais. qui sera très différent. Donc les forestiers aujourd'hui, ils ont de grosses difficultés. Ils savent pas quoi planter. Et bah, c'est justement le thème d'une de nos prochaines vidéos avec les forestiers. Non, mais oui, 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 parce que les forêts changent et je pense que même autour de vous, vous vous en rendez compte hein, avec les différentes sécheresses, les gels tardifs de ces dernières années. Bah, il y a énormément d'essences d'arbres qui se portent très mal et qui viennent à disparaître sous nos latitudes. Et je sais que bah, on nous disait que dans quelques années, nous à Besançon en tout cas, on aurait très vite de la végétation méditerranéenne, la végétation méditerranéenne. Ouais. Ok, Une forêt méditerranéenne stocke bien moins de carbone ouais, qu'une forêt qu'on a actuellement de tempérée, d'accord. de Ouais, manière ouais. générale. Oui, parce que ne serait-ce que visuellement, Mmh. on peut presque s'en apercevoir, c'est Et, plus sec, c'est aussi et puis les processus plus bas. biologiques sont, voilà, sont moins importants. Il y a des facteurs limitants dans le vivant. Et la sécheresse, l'eau, c'est un facteur très limitant. On a besoin d'eau pour le système dont je parle là, on a besoin d'eau. Mhm. Même si ça permet de stocker l'eau aussi. J'ai plus le litre d'eau stocké dans un point de matière organique, mais c'est absolument énorme aussi. Donc ça peut vous D'accord, faire gagner une semaine, 2 semaines, 3 semaines en cas de sécheresse sans d'accord. arrosage. Ok. Jusqu'à un certain point. Parce qu'à un certain point, le système il est résilient, mais si ça devient trop sec, le système il lâche. C'est ce qu'on a avec Forcément. nos forêts de plus en plus aujourd'hui. Oui, c'est pour ça qu'au départ, ça se passe Mmh. bien, jusqu'à un moment où on atteint un seuil critique et Ouais, c'est là où ça commence à cramer de partout, quoi. exactement. Ok. Continue sur les questions parce qu'il y en a plein. Alors, il y a Gator qui nous demandait pour booster ton sol en CO2, tu utilises quel moyen durable? Le fumier. Bah, je crois qu'on a répondu. Hein, tu parlais de remettre de la matière Ouais. végétale, le broyat, c'est ça? Ouais, nous, on utilise beaucoup le broyat parce que voilà, la lignine, c'est intéressant parce que c'est lent. Et puis on veut recréer un système forestier. Mais le fumier, c'est aussi très intéressant. C'est ce qui se passait à l'époque Mhm. où avant, le paysan, il cultivait ses céréales, il mangeait le grain forcément, il récupérait la paille pour ses animaux, ça se transformait en fumier et il le remettait dans le champ et on créait un Un cycle. cycle ouais, qui permettait Voilà. de. Donc le fumier, ça marche très bien. C'est pour ça qu'on a besoin dans beaucoup de cas d'animaux. D'accord. On n'en a pas besoin dans les quantités astronomiques d'aujourd'hui, mais on a besoin dans beaucoup de cas d'animaux. Ouais. D'autant qu'il y a des processus biochimiques qui se passent dans le ventre des animaux qui seraient plus lents en fait dans la nature. D'accord. Donc c'est aussi une valorisation agricole, alimentaire, les animaux. Donc, on ne bannit pas l'agriculture animale totalement non plus, quoi. Ouais, elle a On, sa place quand même. c'est un avis personnel ça, mais il faut plutôt bannir l'agriculture animale industrielle. Nous, en Franche-Comté, on fait du comté. Pourquoi dans les montagnes, on a tendance à faire du fromage? Parce que le climat il est trop rude pour cultiver autre chose. Donc le meilleur moyen de valoriser ces montagnes, c'est les animaux. Ouais. Donc là, se dire qu'on va enlever les animaux, c'est un peu con. Par contre, quand on voit que 80% de l'alimentation produite, elle sert à nourrir les animaux, Ouais. et ben là, on est Dans le dans quelque problème. chose d'indécent. Ok. Voilà, que ce soit socialement, Mhm. mais que ce soit même en termes énergétiques. C'est une perte énergétique Ok, fun. absolument énorme, quoi. Donc oui, des animaux. Ouais, C'est même indispensable pour beaucoup d'endroits et pour les cycles, mais pas comme aujourd'hui. d'accord. Voilà. On sort de l'élevage de masse et de l'agriculture de masse. Ok, alors j'avais d'autres questions. Benoît qui nous demande est-ce que la science peut encore nous sauver? Est-ce qu'il existera des usines à capter le CO2? Est-ce que c'est des choses qui peuvent à terme exister? Bah, ça existe déjà, les usines à capter le CO2. Disons qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut tellement d'énergie pour les faire tourner que c'est quand même un peu un non-sens. Euh, Ensuite, l'idée aujourd'hui pour les rendre rentables, c'est de transformer ces usines à CO2, que le CO2 capté refasse du pétrole. Donc finalement, ça ferait plutôt un cycle nul, Mhm. ce qui n'est pas plus mal, hein, mais un cycle nul.
Mais on est quand même dans quelque chose d'un peu, encore une fois, à vie personnelle, un peu débile dans le sens où on va utiliser de l'énergie Pour faire pour quelque chose capter que la quelque nature chose, fait très bien déjà, voilà, qui oui. OK. aurait peut-être tout simplement pas fallu produire ou pas en quantité comme ça. Ouais. Donc pour moi, c'est des fausses bonnes idées, c'est des idées techniques. Je pense que la science de demain, elle est biologique, Il y a pas de elle est pas technique? mécanique, technique comme OK. aujourd'hui. Ouais, d'accord. Voilà. En tout cas, nous, dans l'agriculture, de plus en plus, la science biologique, elle avance. Parce qu'en fait, la nature, elle a eu les mêmes problématiques que nous. Simplement, elle a eu des millions d'années pour les résoudre. Donc, il suffit de regarder ce qui se fait et puis de faire comme la nature, de transformer tous nos déchets en. L'ingénierie du savoir, alors là, je Ouais, touche à quelqu'un qui mais qui avait une théorie et qui est maintenant, pas mal critiquée, mais c'est vrai que sa théorie initiale était pas mal. Là, c'était Aberkan, je crois, un truc ouais, comme ça, et qui parlait, de l'économie du savoir, et il disait qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de détruire la biodiversité et que la nature en fait, c'est comme si on était dans une bibliothèque et chaque espèce qui disparaît, c'est comme si on cramait un livre. ouais. Parce que la nature, c'est par les millions d'années d'évolution adaptée justement à toutes les problématiques et qu'à chaque fois qu'on détruit la biodiversité, eh ben, on se prive aussi d'une connaissance et d'un savoir qu'on n'imagine peut-être même pas encore aujourd'hui. Donc, bon, voilà, Ah ben, c'est une aparté, mais c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de religions qui considèrent que Bible, la Bible, c'est la nature, en fait. Que il n'y a pas besoin d'écrire le livre, la vérité, elle est dans la nature, en fait, et comme on voit tout, ouais, notamment les religions primaires, les peuples premiers sont beaucoup là-dedans. d'accord. Donc on détruit effectivement, pour reprendre l'analogie, le livre Le livre, qui nous dit quoi faire. ouais, exactement, En fait. exactement. OK. Qu'est-ce qu'on me demande? Vous allez vous pencher sur les algues qui sont bien plus efficaces à l'unité que les arbres. Bah, alors, bien plus efficace, il faut voir, je ne connais pas bien le sujet, hein, mais il faut voir quoi, comment. Comme je disais avant, tout ce qui est culture, parce que là, si je comprends bien, ce serait de la culture d'algues, Ouais. il faut voir bah, déjà comment on les fait pousser, pourquoi. Si elles sont plus efficaces pour capter, qu'est-ce qu'on en fait après? On les remet dans le cycle, on les enterre. Mmh. Qu'est-ce qu'on en fait? Euh, L'avantage, moi, ce Bah, que je. c'était l'idée, si je comprends bien, ce serait pour, réensemencer les sols, justement, ce que tu Ah, nous disais tout à l'heure, quoi. Faire de la matière organique, d'algues, je connais pas bien le sujet. mais alors, je me permets, hein, mais c'est vrai que si ça va plus vite, je me sers vraiment de ta logique que tu nous donnais avant. Ouais, Tu nous parlais du chêne et des algues. La chêne, pas la chêne, le chêne, a des matières carbonées qui sont bien plus complexes parce qu'il a une lenteur à la croissance qui est différente de l'algue. L'algue aura peut-être, à mon sens, des matières carbonées beaucoup moins complexes et donc qui retourneraient très vite par la fermentation, etc., dans le cycle classique, si on la remet dans le cycle. si on la remet dans le cycle. Après, si on est dans une idée, encore une fois, là, je parle d'un sujet que je connais pas bien, mais si l'idée, c'est de produire beaucoup d'algues et de les enterrer, Ouais, par exemple, ouais. peut-être qu'on pourrait capter énormément de CO2 comme ça. Il y a une autre idée, qui est pas forcément avec les algues, mais qui est de fertiliser les océans, D'accord. pour que le phytoplancton se développe, pleine balle, OK. capte du CO2, à gogo Ouais. et après, retombe au fond des sols Et se et qu'on capte le minéraliser. carbone. OK. Simplement, ça, c'est des solutions qui marcheraient, c'est absolument sûr, hein, Ouais. mais à quel prix? Au détriment peut-être de la faune, des poissons, Voilà. des trucs comme C'est ça, quoi. est-ce que vraiment on veut jouer, c'est des solutions, est-ce qu'on veut jouer vraiment là, c'est vraiment jouer aux apprentis sorciers, à grande échelle? Est-ce qu'il y aura un retour en arrière? Est-ce que Mmh. ça va pas acidifier encore plus l'océan? Est-ce Est-ce qu'on que va pas encore plus dérégler, cette mécanique voilà qui tourne et tourne rond, quoi? le poisson, c'est je sais plus je connais plus le pourcentage, mais c'est l'une des principales ressources alimentaires, de l'homme quand même. Donc est-ce qu'on veut prendre le risque de dérégler ce machin-là, Mmh. alors qu'on en a besoin pour manger, quoi? Ouais. C'est ça les problématiques aussi. C'est la difficulté du dérèglement climatique et de sa résolution, c'est que la meilleure solution, c'est de pas produire en fait. C'est de pas créer le Ouais, CO2. c'est l'énergie, le CO2 qui n'est pas émis. Ouais, c'est ce que Voilà, j'entends souvent. c'est vraiment la meilleure solution. Maintenant, celui qu'on a, comment on va le stocker? Heu, Bah, il y a plein de solutions qui émergent. Pour le moment, il y en a quand même pas beaucoup qui remplissent tous les critères. D'accord. Voilà. Ouais. OK. Ouais, donc c'est, ouais, on y va à tâtons, quoi. On risque de faire plus de mal que de bien en voulant corriger les Bah, problèmes. J'ai énormément de ouais, questions, hein, vas-y, donc je me permets excuse-moi. d'avancer.
Donc, est-il possible de reminéraliser le sol avec des algues? C'est bon. Ce que tu veux dire par là, c'est réutiliser un maximum d'énergie musculaire pour remplacer des machines. Et dans quelle mesure cela est-il possible? Être le plus efficient possible dans tes déplacements. Bah, à botte blanc, je vois que tu es sur Discord. Est-ce que tu veux venir prendre la parole éventuellement? Je réponds à cette question, j'attends qu'il parle. Bon, vas-y, tu peux commencer à répondre, mais sinon, on lui propose, il va peut-être me répondre rapidement dans le général vocal. Euh, Moi, je veux pas forcément remplacer la force mécanique par la force musculaire. Euh, Ça fera un paquet d'esclaves chacun, hein. Ouais, je crois que c'est Jean Covici qui dit ça. On a tous 600 à 700 esclaves énergétiques. Si on enlève l'énergie Tu en les induis en France. erreur parce que c'est une des questions du quiz tout à l'heure. Mais Ah ouais. oui, oui. Bon, bah, je donne pas la réponse maintenant alors. Non, c'est vrai que ça serait une des solutions. Simplement, aujourd'hui, ce ne serait pas possible de garder notre niveau de vie. L'énergie, le pétrole, c'est quelque chose de magique, hein. Il faut le garder, mais il faut avoir conscience de ce que ça provoque et comment le limiter, quoi. Ok. Bah attends, je crois qu'il serait partant pour venir causer avec nous. Je vais juste lui mettre les droits si c'est C'est bon, hein, c'est bon, il peut parler. C'est bon, merci Julien, Ouais. super. Yes, Bienvenue bonjour. votre Blanc, bienvenue parmi nous. Bonsoir, Étienne, enchanté. Bonsoir. Je suis un ami de Dorian, que vous connaissez déjà. Ah bah, enchanté, ouais, j'avais déjà entendu parler de toi, ravi de t'avoir parmi nous ce soir. Bah ouais, merci, ravi. Bon, on est arrivé un petit peu tard, on a eu un petit contretemps, Pas de mais problème, super pas de content d'être parmi vous aussi. Très intéressante la présentation. Et oui, je Merci. parlais d'énergie musculaire, en effet, c'est Jean Covici qui parle de ça. C'est pour ça Ouais, que je te demandais dans quelle mesure c'était possible, parce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, un tracteur qui consomme, je sais pas exactement les chiffres précis, mais qui consommerait la puissance musculaire de 50, de 100, voire de 10 000 personnes, pourrait être remplacé par seulement peut-être 50 personnes potentiellement. C'est plus de et l'esclavage. Après, tout dépend de la rémunération. C'est pour ça que je parlais de social en même temps. Parce que ouais. c'est aussi un des défis, de demain, c'est de réussir à se réindustrialiser et à recultiver, d'une façon responsable et durable, tout en remettant l'humain, en fait, au cœur du projet. C'est quand même ça. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair. Alors là, on va C'est très partir clair, encore hein. dans un débat encore, tout aussi complexe et encore différent. Là où c'est complexe, c'est que effectivement l'agriculture manuelle, bah, déjà, il faut que les gens aient de nouveau envie de retourner dans l'agriculture. Heu, L'autre complexité, c'est que ça marchera pas tant qu'il y aura l'agriculture mécanique à côté, parce que l'agriculture mécanique, elle est bien moins fatigante, donc naturellement les gens ils iront vers ça. Et puis l'autre problématique que je vois à ça, c'est que, c'est vrai que quand on compare la puissance d'une machine à 10 000 personnes, la problématique, c'est qu'on ne voit pas la puissance sur un instant T. Je m'explique, soulever 1 tonne de fumier, le tracteur, il en est capable. Nous, si on est 10 000, on ne va pas soulever 1 tonne de fumier En en une une seule fois. fourche, quoi. Euh, Il y a des choses qu'on peut physiquement pas faire, en fait, quel que soit le nombre, ou de manière très compliquée. Euh, donc il y a cette problématique-là, mais effectivement, plus on va revenir à des tailles petites, à de l'agriculture manuelle, avec des gens bien payés, mais comment on les paye bien déjà, euh, plus ce sera simple en fait d'avoir des actions comme celle que je dis à faire remonter le taux de matière organique. On sera beaucoup plus précis dans l'agriculture. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta Si, question. si, bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est très clair. Non, mais Ouais. justement, c'est revenir plutôt à de la petite mécanique, pas uniquement utiliser du travail manuel, parce que évidemment, c'est pas possible. On peut pas nourrir une population uniquement avec du travail manuel. Ah, du Mais lot. du low-tech, oui, bien sûr. Dont Bah, Biwix Park, tu vas sûrement connaître. ouais, et bah tu peux aller voir, ça t'intéresse, même l'atelier paysan. euh, D'accord? qui font beaucoup d'outils, et c'est tout en open source. Donc ils donnent tous les plans aux maraîchers pour pouvoir faire les outils. Moi, je pense notamment à une machine qui s'appelle l'AgroZouk. C'est avec, bon, il y a des batteries de vélo, Ça mais danse, c'est le zouk. voilà, Le zouk c'est agricole, ça me va. c'est fait avec des batteries de vélo et tu peux mettre tout un tas d'outils là-dessus. Et là, tu es vraiment sur une low-tech. Bon, il y a encore quelques batteries, mais sur une low-tech que tu peux faire toi-même, en tout cas, qui n'a pas besoin d'usine assez lourde pour être fabriquée. Et qui permet de reprendre en main justement toute cette technicité à petite échelle, quoi. Ouais, c'est très intéressant. Bah, un peu comme la machine à laver. Je sais pas si c'est une machine à laver le linge ou à laver la vaisselle. Pour les légumes. Je sais plus le nom de la team qui a développé ça, l'increvable, qui justement partait de ce constat-là. Voilà, vous pourrez changer vos pièces vous-même.
Enfin, une pièce qui est, je veux dire, que vous pourrez trouver n'importe où dans un Leroy Merlin ou n'importe quel magasin et qui sera, bah, à vie, en fait. Mais le Ouais, business model n'est pas encore vraiment viable, quoi, parce qu'ils vont tuer le marché. Moi aussi, je suis pour ça, mais c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est de réussir à comme tu disais, il y a quand même une visée politique derrière tout ça et je pense que ça ne passe on ne pourra pas faire autrement que de passer par un gouvernement plus raisonnable, quoi. ouais. Bah, un gouvernement Bah, ça va se est le faire. même, hein. Ouais, Heu, ça, bah, là, actuellement, moi, je trouve, et c'est un débat qu'on avait déjà eu avec mes élèves à l'époque, je trouve qu'aujourd'hui, le meilleur bulletin de vote, c'est ta consommation et c'est en étant peut-être plus sobre. Si demain, imagine, plus personne tout le monde dit: «Je ne prends plus l'avion», effectivement, les compagnies aériennes vont, continuer à faire voler des avions à vide pour maintenir leur, en fait, ils ont un droit d'utiliser certains espaces aériens et certaines lignes aériennes, mais à un moment donné, si c'est plus rentable, c'est plus rentable. Donc je pense que ça va aussi passer à défaut que ce soit nos politiques qui prennent les bonnes décisions, ça va être à nous de nous responsabiliser et bah, de changer nos manières de faire. Et in fine, je pense que notre impact, puisque tout est commercial, on est dans un monde capitaliste, c'est notre manière de consommer qui va impacter et prendre les décisions à notre place et à la place des politiques, à mon sens. de Mais bon, c'est un autre oui, débat. ouais, de toute façon, c'est des choses, qui seront choisies ou subies, hein, pour ceux qui regardent un peu Jocovici, il y aura des problèmes énergétiques. Là, on est plus sur le climat, mais il y aura certainement des problèmes énergétiques. Donc mécaniquement, s'il y a un problème énergétique, bah, il y aura plus de monde dans les champs, on consommera moins parce qu'on ne pourra plus le produire. On le voit aujourd'hui, hein, avec la montée des cours, des matières premières, bah, mécaniquement, ça fait baisser de toute façon la consommation et la production. Oui, il y a moins de monde C'est sur les autoroutes, hein, c'est depuis que physique. le litre d'essence est à 2 euros ou 2,10 Voilà. €. C'est physique. Le seul problème, c'est que si pour le moment, on prend pas le chemin choisi, on prend le chemin subi et sauf qu'on va arriver dans un moment où il y aura un problème de dérèglement climatique et on n'aura plus les outils qu'on a actuellement pour le contrer. Aujourd'hui, on a notre énergie qui est faramineuse, on a notre technologie qui permet de contrer ce dérèglement climatique, en tout cas en Occident. Hem et peut-être que si on continue comme ça, il y a le risque que le dérèglement climatique, il soit de plus en plus puissant et qu'on ait de moins en moins de moyens, pour contrer ça. Donc c'est ça quand même un petit peu le ciseau, qui est en train d'arriver et qui est problématique et c'est pour ça que, faut se bouger quoi. Il faut trouver les solutions maintenant pendant qu'on en a encore les moyens. Pendant qu'on peut le faire sans le subir. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je pense que l'atelier paysan. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ce que je vous propose maintenant, parce que ça fait 1 h 15 que ta présentation a commencé, hein. Tu me Ouais, disais une demi-heure, tu vois, mais ça va vite. Bah, c'est de lancer le petit quiz. Alors, pour le petit quiz, on a des gens qui sont sur Discord et sur Twitch. Je propose de faire deux classements, un classement Discord, un classement Twitch. Il y aura, on a une collection de NFT, donc il y aura des NFT à gagner pour le gagnant, un du côté de Twitch et un du côté de Discord. Et puis, on a également des goodies qui devraient arriver. Donc, bon, on va partir déjà sur un NFT, on va vous en garder pour les semaines à venir. Donc, un NFT à gagner sur Twitch, un NFT, un légendaire sur Twitch, un légendaire sur Discord. Et puis, à la limite, on va mettre des petits lots de consommation avec des NFT communs. Donc, deux pour le deuxième et le troisième sur Twitch et deux communs pour le deuxième et le troisième sur Discord. Alors, je me remets sur mon petit quiz. Alors, les questions, elles sont un petit peu, elles sont un petit peu, un petit peu piégeuses parfois, mais c'était le but. Hein, on voulait pas vous faire un truc de trop facile. Alors, je sais pas, sur Twitch, répondez directement sur le chat et puis nos modérateurs essaieront de trouver qui a répondu en premier. Et sur Discord, je vous propose de répondre sur la partie générale vocale. Voilà. Alors, la première question est: quel est le nom de la réaction chimique qui permet l'absorption du CO2 par les arbres? Ça, Geoffrey nous en a parlé tout à l'heure. vous avez suivi. Allez, est-ce que vous avez été assez Studieux. studieux? Ouais, excuse-moi. Donc, je vous rappelle, quel est le nom de la réaction chimique qui permet l'absorption du CO2 par les arbres? Je vais peut-être écrire la question, je vais la copier, la coller je vais la copier, la coller par là, histoire qu'elle puisse s'afficher à l'écran.
Bon, il voit l'envers du décor, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je suis pas bon. Je suis pas bon du tout. Je suis pas bon du tout. Bougez pas. On va faire ça autrement. Hein. On se rôde. Hein. C'est notre premier live, donc soyez, soyez sympa avec nous. Hop. On va ouvrir une page Word, comme ça au moins elle s'affiche. Il mettra pas la réponse. Je vais essayer de pas vous coller la réponse directement dessus, ça serait bien. Hop. Ah bon, bah on a déjà la réponse à la première sur Discord. Je pense que sur Twitch, on doit être bon aussi. La première question était facile, c'était pour vous mettre en jambe. Donc, comme ça, je mets les réponses au fur et à mesure. Donc, premièrement, c'était quel est le nom de la réaction chimique qui permet l'absorption du CO2 par les arbres? Et ben c'est bien la photosynthèse. Bravo pour ceux qui ont mis la photosynthèse. Donc c'est la photosynthèse. Un point et puis on fera le on fera le compte à la fin. Ok. Deuxième question. Tenez-vous prêts? Alors, attention, question un petit peu piège. Quel gaz représente à lui tout seul 60%? Mais décidément, je suis vraiment moignon. Quel gaz représente à lui tout seul 60% de l'effet de serre de la planète? À votre avis, quel gaz représente à lui tout seul 60% de l'effet de serre de la planète? Je vois déjà la bonne réponse sur Discord. Alors, je ne sais pas si ça a commencé à répondre sur Twitch. Dites-moi. Sur Twitch. Ah, ils viennent de trouver sur Twitch. Je viens Sur de Twitch, ils trouver ont plus de mal. Ok, donc c'est effectivement la vapeur d'eau. Alors ça peut être contre-intuitif, mais c'est la vapeur d'eau, bien que son cycle de vie soit très court, parce que l'eau va très vite se recondenser en pluie, en neige ou en grêlon, hein, elle va changer d'état. C'est elle qui représente la plus grosse partie de l'effet de serre aujourd'hui. Et c'est aussi un petit peu ce qui est problématique parce que demain, si on a une hausse de la température moyenne du climat, ça veut dire plus de vapeur d'eau aussi, et donc un effet d'entropie qui va pousser la planète à se réchauffer encore plus vite, justement du fait de ce réchauffement initial. Donc vous avez raison, bravo à ceux qui ont répondu, la vapeur d'eau. Alors, troisième question cette fois. En quelle année le GIEC a-t-il définitivement conclu que le réchauffement climatique était à 90% provoqué par l'activité humaine? En quelle année le GIEC a-t-il définitivement conclu? Alors, on le sait depuis longtemps, hein, ou on s'en doute depuis longtemps, mais c'est en quelle année ils ont annoncé que ça y est, c'est sûr à 90%, le réchauffement climatique, c'est de notre faute. Je vous laisse chercher un petit peu. Je vois 1984, donc on devait s'en douter à ce moment-là. 2021, non, c'est pas 2021. C'est un petit peu avant. Après 84 et avant 2021. C'est pas 2001. Oh, ils vont y aller à tâtons, hein. Ils vont y aller à tâtons, mais bon, pas le choix. Ça laisse la chance à tout le monde. Ça va spammer là, ça va spammer, tu vas voir. C'est le juste prix. Ah, 2008, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, 2007, bravo. Ouais. Bravo. Bravo à Dorian qui nous a trouvé. Donc c'est effectivement en 2007, dans son rapport de 2007, où ça y est, c'était plus une surprise. On le savait depuis, donc dans 1988, il le disait déjà qu'il y avait de fortes chances que ce soit lié à l'activité humaine. Mais c'est en 2007 où on a eu clairement la preuve et on a pu l'étayer. Parce que justement, le GIEC, hein, c'est pas des gars
qui font des analyses au doigt mouillé. C'est des scientifiques qui bossent dur leur sujet. Et là, ils ont pu le conclure réellement, quoi. Ok. 4e question. Quatrième question. Quel pays voit le taux d'émission de carbone par habitant le plus élevé du monde? Alors là, on parle d'émissions de carbone par habitant, hein. On ne parle pas pour le pays en entier, c'est vraiment individualisé. À votre avis? Le Koweït? Non, c'est pas le Koweït. Là, j'avais soumis le questionnaire à Geoffrey. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Et il n'était pas si bon que ça, effectivement. Non, ni l'Arabie Saoudite, c'est ce que tu avais dit d'ailleurs, hein, Arabie Saoudite. Mais non, vous vous trompez, on en est loin. Les USA, bah moi c'est ce que j'ai pensé aussi quand j'ai préparé le quiz. Et puis en allant chercher, non, c'est pas les USA. On a la bonne réponse sur Discord. Je vais laisser 2-3 minutes encore, peut-être que sur Twitch, il va falloir que ça spam un petit peu. Mais effectivement, voilà, bravo Dorian. Bravo Dorian, t'as trouvé. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Donc pour Twitch, s'ils n'ont toujours pas trouvé, c'est un pays qui est très grand, très très vaste et très loin de chez nous, dans l'hémisphère sud. Et la raison pour laquelle ce pays est individuellement en tout cas, c'est là où les habitants émettent le plus de carbone, c'est que comme ce pays est très vaste et qu'il est encore très soumis aux énergies fossiles, qu'il y a énormément de transports qui se font en camion. C'est un pays notamment où il existe des genres de trains, mais tirés par des camions. Donc c'est des camions, mais qui font plusieurs dizaines de mètres de long, qui ressemblent presque plus à des trains. Et donc ce pays, c'est l'Australie. C'est l'Australie, voilà. Bravo à vous. Donc voilà, pour ces raisons, en fait, comme il y a énormément encore de transports qui sont soumis aux matières fossiles, et individuellement, ça fait mal. Allez, on arrive maintenant sur une question qui a été plus ou moins abordée. Hop, je vous la colle. Donc, il est possible de faire une comparaison entre énergie et équivalent au travail humain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Jean Covici qui nous fait ça souvent. Combien, à votre avis, chaque Français moyen devrait-il avoir d'esclaves humains pour maintenir son niveau de vie actuel? Ah, pour maintenir son niveau de vie, c'est-à-dire que demain, on n'a pas les machines. Combien je dois avoir d'esclaves derrière moi pour me préparer mon café le matin, me porter et courir très très vite sur leurs épaules? 600, ouais, non, c'était un petit peu moins que 600. Tout à l'heure, il nous a dit 600, mais là, je parle du français moyen. Français moyen, on est un petit peu à moins de 600. Je vois toujours pas la bonne réponse et pourtant ça spam. On est même bien, moi. Trouvé sur Twitch. Ok, ça a été trouvé sur Twitch, les gars, sur Discord, là. Vous êtes en retard. Non, on est en dessous de ce que vous me dites, là. En dessous, bien en dessous. Bien en dessous. Mais ça reste beaucoup, hein. Imaginez quand vous devez sortir de chez vous et que vous devez prendre vos X esclaves avec vous. Ah, on s'en rapproche, Ouais, voilà, on a la bonne réponse qui a été donnée. Donc, c'est 200. 200, alors c'est une estimation, hein. C'est les chiffres que j'ai trouvés, hein. Le français moyen, c'est 200 esclaves au quotidien et à tout moment à notre disposition pour qu'on puisse maintenir notre niveau de vie. Je crois que même les pharaons égyptiens n'en avaient pas autant. Donc, franchement, le français moyen est plutôt bien loti, hein. Ok. Alors, la 6e question cette fois. Où auront lieu les premiers impacts majeurs du changement climatique? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le changement climatique n'est pas le même à tous les endroits de la planète. Alors, je demande pas quelque chose à Monaco. Au pôle, effectivement. Mais c'est pas la réponse qui était attendue. On en a parlé, hein. On a parlé des climats tempérés, Groenland.
Effectivement, le Groenland en fait partie, Monaco en fait partie. Non, pas l'Afrique subsaharienne, pas les îles. Ouais, les îles, ils vont subir la montée des eaux. Ah non. Non, non, soyez plus généraux dans ce que je vous demande. On va dire, dans quel hémisphère sera le plus impacté? L'île. Voilà, le nord. Bravo Romain. Bravo Romain. L'hémisphère nord, par son climat particulier, aura tendance à se réchauffer beaucoup plus vite que l'hémisphère sud. Donc voilà, ce sont les latitudes nord qui seront les plus impactées par le changement climatique. Alors, sous les latitudes nord, les modèles du GIEC s'accordent à montrer que les augmentations moyennes de température vont être nettement plus importantes dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Donc plus on va monter, plus ça va être impactant. Voilà. Pas grave, je suis dans le sud, nous dit Dorian. Bah, profite. En même temps, à partir de Lyon, c'est le sud, c'est vrai. Allez, 7e question. On va vous faire flipper un petit peu. Combien de degrés d'augmentation de température d'ici 2100 prévoient les pires modèles, les modèles les plus pessimistes du GIEC, à votre avis? Si on fait rien, si en plus on fume les fenêtres ouvertes et qu'on laisse le chauffage à fond, qu'on continue à faire toutes les conneries du monde, de combien la hausse des températures pourra être dans le pire des cas en 2100? Alors je vois du... Ah ouais, on a une bonne réponse. On a la bonne réponse sur Discord. C'est bon, c'est plus la peine. Je laisse juste encore 2 petites minutes. Il y en a qui sont sur les deux. Je sais pas s'il y en a qui sont sur les deux, mais en tout cas, ça spam. Calme-toi, Benoît, calme-toi, c'est bon, ça a été trouvé. Pas trouvé sur Twitch encore? On va laisser un petit peu de temps aux Twitchers, aux gens sur Twitch. D'ailleurs, dites-nous, vous êtes combien là? Je vois qu'il y a un petit peu de monde sur Discord, mais on a combien de personnes? On a eu combien de personnes sur Twitch ce soir? Il y a du monde ou pas? Est-ce que les gens ont été curieux? Un. J'espère que tu n'aurais pas le nombre de personnes présentes ce soir, parce que là, on fera la gueule. Je ferai, viendra plus. Une dizaine sur Twitch. Ok. Entre 11 et 15 en moyenne, personnes qui ont suivi. Donc c'est peu nombreux, mais pour une première, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, bon, bah écoutez, je vais donner la réponse. Trouvée sur Twitch. Ok, donc c'était effectivement 12 degrés. Donc on voit déjà ce que ça implique, 2 degrés de réchauffement moyen sur la planète. C'est des sacrées modifications de nos habitudes de vie, et puis c'est des zones entières qui deviendront invivables, hein. Typiquement, en Asie, il y a une telle hygrométrie que le corps ne peut même plus suer. Et il y a eu des crises en Chine, notamment, où on voyait les gens creuser le sol pour aller chercher un petit peu de fraîcheur. Parce que à partir d'un moment, le moyen d'évacuer la chaleur de notre corps, c'est la transpiration. Et quand il y a trop d'eau dans l'atmosphère, quand l'atmosphère est saturée d'eau, notre corps ne peut même plus évacuer ça. Et donc, on meurt de chaud. On meurt littéralement de chaud. Et donc là, on y arrive. Avec 2 degrés, c'est quelque chose qui risque de devenir commun. Et là, on nous parle quand même de 12 degrés. Donc, voilà, j'ose même pas imaginer ce que ce serait, mais voilà, la prise de conscience est plus qu'importante, en tout cas. À 2 degrés, c'est la fin des coraux sur Terre. À 2 degrés, c'est la fin des coraux? Ouais. Bon, bah, on est bien parti pour les 2 degrés en plus. Donc, ça, c'est quasiment rappelé déjà. Ok. merci de nous remettre, de bonne humeur. Allez, 8e question. Alors, on sort un petit peu du sujet direct du climat. Mais voilà, il fallait donner sa chance à tout le monde. Et puis le but, c'est aussi que vous appreniez des petites choses. Donc, en 1976, une catastrophe écologique se produit à Seveso, qui a d'ailleurs donné son nom à la directive encadrant les entreprises chimiques. Où se situe la ville de Seveso? Dans quel pays? Donc, vous entendez parfois aux infos parler des sites classés Seveso. Seveso, ça a fait suite à justement une grosse catastrophe qu'il y a eu dans cette ville.
Et ben voilà, on a la bonne réponse sur Discord. Ils sont trop forts sur Discord. Et donc, suite à ça, le législateur a pris des mesures, notamment pour tout ce qui est usine chimique. Et j'ai pas grand-chose de plus à en dire. Et cette ville se situe en Italie, effectivement. Bravo à Romain. Alors là, la question, je vais vous donner, je vais vous guider un petit peu parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal à trouver. Et encore une fois, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur Internet. Selon la société Selectra, à combien de tonnes de carbone s'élèverait le minage d'un seul Bitcoin en 2022 ? C'est-à-dire qu'en 2022, je mine un Bitcoin, combien d'énergie totale et d'équivalent carbone, surtout, il faudrait émettre. Alors, on est au-dessus de 100, on est en dessous de 200, avant que ça commence à spammer dans tous les sens. Alors, un petit peu au-dessus encore. Un petit peu au-dessus. Je vois des 113, 140, Trouver avec la 170. virgule. Oh, ils vont pas trouver avec la virgule, mais qui au moins ils nous donnent à peu près. Oh, on était à un près là. J'ai un 167. Ah, ouais, voilà. Alors réellement, on est à combien ? Que je dise pas de bêtises. C'est 168,9. Donc je sais pas ce qu'on accepte. 169, 168. Les deux. 169, alors. 169. Allez, on va prendre 169 comme bonne réponse. Donc c'est 169,8. On estime l'impact écologique d'un seul Bitcoin à 168,9 tonnes de CO2, ce qui représente à peu près 90 vols Paris-New York. Mais bon, après, on peut tempérer ça en se disant que l'énergie est décentralisée par rapport au lieu d'utilisation, qu'on peut potentiellement aller utiliser des énergies renouvelables qui ne sont pas raccordées au réseau pour miner Bitcoin. Voilà, ça c'est tous des sujets de la blockchain qu'on souhaite défendre. On ne va pas rentrer dans le débat parce qu'il est déjà tard, il est déjà 10h30 et on pourra en parler pendant des heures. Mais voilà, 168,9 tonnes de CO2, 90 vols Paris-New York. C'est assez fou, quoi. Bitcoin reste énergivore, hein, quoi qu'on en dise. Allez, dernière question, la numéro 10. Et là, on sort totalement du sujet. C'est pour voir ceux qui connaissent Terrabio et ceux qui nous suivent. Alors, il y a une collection de NFT qui a été mintée récemment et distribuée aux personnes qui ont été whitelistées et qui avaient fait 2-3 petites actions sur notre site. Combien, décidément, combien de NFT ont été émis dans la collection Early Supporter de Terrabio ? Combien de NFT comporte, avec une grosse faute d'orthographe, comporte la première collection Early Supporter émise par Terrabio ? Non, combien de NFT en tout ? Ah, ouais, non, mais t'as pas le droit de répondre, Philippe. Si, Philippe, il veut son t-shirt. Il veut son t-shirt. C'est lui qui le paye, mais il l'aura quand même. Il y a de la triche au staff. Ouais, il y a un peu de triche. Ah, je vois que ça fait la tête. Non, c'est pas Philippe qui les a créés pour le coup, c'est moi qui m'en suis occupé tout seul dans mon coin comme un grand. D'ailleurs, j'ai un peu mal aux doigts depuis parce que créer 500 NFT manuellement un par un, prochaine fois je prends un dev et puis on fait une vraie collection automatisée parce que plus jamais. Donc effectivement, c'est 500 NFT qui ont été distribués et d'ailleurs, il y en a 6 qui seront distribués ce soir. Je vous laisse faire le point sur les différents classements. Ou sinon, on refera le point, on arrête de parler dans les différents chats. Et puis
J'ai le seum, j'ai loupé le quiz. Ah bah ouais, désolé Okaya. Mais il y aura d'autres quiz, il y aura d'autres moyens de gagner les NFT sur les prochains rendez-vous. Sois présente. En tout cas, merci pour ta participation. Dorian nous dit j'ai gagné, pas besoin de faire le point. Ouais, mais t'es au staff toi aussi, hein, donc. Voilà. Bah écoutez, je pense que notre rendez-vous touche à son but, à son terme. Est-ce qu'il y a des dernières interventions? Est-ce que vous voulez nous dire une dernière petite chose avant qu'on remercie Geoffrey pour sa venue? La première question était... Alors, merci à l'invité, c'était top. Merci Geoffrey, c'était top. Je crois que les gens sont contents, donc à dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Merci à toutes, merci à tous. On va enchaîner avec les membres du staff, avec la réunion hebdomadaire de TerraBio. Et puis Geoffrey, on se revoit, je pense, d'ici 15 jours. Est-ce que tu as déjà une idée du sujet et de ce qu'on va aborder? Ouais, bah, j'aimerais bien travailler sur le. On a un petit peu parlé dans les questions, mais sur les moyens de stocker le carbone. D'accord. Donc, il va y avoir plusieurs thèmes. Je pense que ça prendra plusieurs soirées. On abordera peut-être un petit peu plus. Je ferai un travail de recherche pour les moyens organiques que je connais, enfin, on va dire naturels. Et puis les moyens un peu plus techniques. Mais je vous en dis pas plus. Ok, garde la surprise. Merci en tout cas. Et Merci puis à à très bientôt. À bientôt. Salut Geoffrey.